Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Ça fait un moment que je travaille sur cette thèse et je suis très heureux de vous en présenter en tout cas les conclusions partielles sur lesquelles je suis arrivé à l'échéance de ce travail en profondeur. Toujours pareil ici, on va être dans la sphère du forecast, je le redirai jamais assez, donc gestion du risque basée sur l'extrapolation temporelle. Comme toujours, je suis sur des horizons ici qui vont au minimum à 6 mois jusqu'à 2 à 3 ans. Les horizons donc, de forecast en général professionnel. Donc attention, évidemment, c'est impossible ici de sortir une boule de cristal, mais loin de moi ici l'idée de faire un horoscope à la con en restant sur des thématiques très vagues dans le simple but d'essayer d'avoir à peu près raison. C'est pas du tout le but. Je vais essayer donc au contraire d'être très précis sur les choses qui me semblent être probables sur cet horizon 6 mois à 2 ans. Les éléments factuels sur lesquels je me suis basé pour construire cette théorie. Évidemment, ici, je ne vais pas vous faire tout l'étalage de ce qui est basé, de ce qui a basé cette recherche, mais simplement, on va dire, les grands piliers, toujours en restant ici dans une thème de vulgarisation pour une communauté. Donc, comme d'hab, c'est une thèse que je peux élaborer bien plus profondément, mais ici, on va surtout rester sur la surface, que vous en compreniez les principaux éléments. Ok, donc comme le titre le suggère, la thèse c'est pour moi donc, certains sont assez familiers avec ça puisque je vous ai déjà beaucoup parlé de ça. Je pense qu'il y a une erreur de compréhension sur la structure du marché et son évolution. Je parle du marché crypto, bien entendu. Et le phénomène typique de reproduire des cycles et des comportements passés, présumant de leur inévitabilité de se reproduire sur les cycles suivants. Alors que, encore une fois, le marché est en constante évolution et que si on regarde un petit peu sous la surface, on comprend que la base sur laquelle on est construit aujourd'hui ne peut pas reproduire ces comportements. Donc bref, je vais essayer donc d'argumer dans un premier temps, donc pour démonter la thèse et argumenter dans le sens pour lequel je pense que ces comportements n'ont pas de réalité physique de se reproduire sur le cycle. La deuxième chose, ça va être d'essayer d'aller dans le territoire spéculatif. Donc si les comportements passés ne vont pas se reproduire sur ce cycle, dû à la nature changeante, à quoi pourrait ressembler l'évolution de ces comportements? Donc, l'état de fait d'abord et la perspective derrière. Donc, pour l'état de fait, on va y aller très très simplement. Bon, évidemment, de toute façon, ici, le plus simple, c'est de regarder la market cap globale des cryptos, en sachant qu'ici, on peut assez raisonnablement retirer éventuellement Bitcoin et Ethereum, qui, même s'ils nécessitent aujourd'hui quand même beaucoup de funding, d'accord, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, des mécanismes de financement, voilà, fort à penser que ces cryptos historiques, Bitcoin et Ether, n'ont aujourd'hui pratiquement plus aucun besoin de financement direct. Elles sont financées évidemment par différentes équipes qui contribuent aujourd'hui quand même à la mise à jour de ces codes, mais elles sont financées souvent par des besoins plus indirects. Donc on n'a pas vraiment ici un besoin de funding. Donc on va regarder tout le reste, c'est-à-dire donc tout l'écosystème crypto. Comment se finance-t-il? C'est la question à laquelle on essaye de répondre ici. Et donc, pourquoi je pense que face à la taille relative qu'on va obtenir sur le prochain cycle crypto, alors en somme toute ici on a bien, comme on l'a dit, une structure de vague 5 étendue, laissant à penser que la tendance, si elle s'extrapole, se créera ici par la rupture d'un troisième breakout, d'accord, qui sera normalement très long, qui cassera les lignes de tendance. Bref, on ne va pas refaire tout le schéma. Ici, on va essayer de rester sur des mécaniques un peu plus financières, moins techniques. Donc l'objectif se situe au moins au-dessus de 2 trillions de dollars. C'est minimum, ça veut dire au-dessus. Ici, ça peut aller beaucoup plus loin. On va aller chercher un étalage de valeur assez normalement vertical. La question n'étant pas de savoir si ça va se produire maintenant, pas maintenant. Les prérequis techniques étant là, ayant donc touché la moyenne ascendante et ayant aujourd'hui les écarts types, du coup, de facto qui s'écartent, laissant le champ ouvert à la volatilité de s'exprimer quand elle le désirera. Et là encore, on est en hebdomadaire, donc ça n'a rien à voir avec les volontés de nos petits traders en manque d'effet de levier, mais simplement de dire quand les fondamentaux pousseront le décalage de prix tôt ou tard, c'est à ce moment-là qu'il faudra statuer de cette validation. Tant que le breakout n'est pas opéré, donc retourner à la TH, ça ne peut être qu'une vilaine spéculation nous ramenant une nouvelle fois vers les moyennes avant d'y aller peut-être plus tard. Donc rappel, on peut très bien n'attendre que 2026 avant de passer. Si vous êtes pressé et soumis à des contraintes temporelles, effet de levier entre autres, eh bien, il faut pour vous que ça passe. Si ça passe pas, vous allez vous faire liquider et puis ça passera sans vous plus tard. Donc, encore une fois, comprenez qu'on ne maîtrise pas le temps et que arrêtez de jouer avec l'argent que vous n'avez pas. Ça, c'est pour l'aspect technique. Donc, admettons qu'on passe, ou peut-être qu'en 2026, on s'en fout, normalement pour vous, ça doit être équipotentiel en termes de probabilité. Mais admettons qu'on passe.
On a dit ce qui nous intéresse ici, c'est de statuer surtout sur les market cap qui seront atteintes, c'est-à-dire minimum 2 trillions de dollars pour tout ce qui concerne autre chose que Bitcoin et Ether. Donc, il s'agit ici quand même d'atteindre des niveaux de valorisation sans commune mesure. Et c'est le premier argument, c'est de dire ces niveaux de valorisation-là demandent des besoins en financement colossaux. Et le problème, c'est que beaucoup de gens continuent de concentrer leur attention sur les VC, les venture capitalistes historiques de la crypto, en pensant que, ayant été les grands piliers du financement du cycle de 2020-22, sont de nouveau ceux qui vont nous trouver les nouveaux winners de ce cycle. Pensant encore une fois que cette destruction créatrice, qui revient à créer toujours de nouveaux trucs financés avec toujours plus de nouveaux dollars, va réussir à nous en sortir. Je pense que c'est faux, puisqu'encore une fois, si cela se produisait, on serait dans un cycle perpétuel, donc de création, destruction, création, destruction. On n'aurait pas conservation d'une forme d'énergie. Surtout que si on entend bien ici, on comprend bien que c'est un cycle qui risque d'être très fort en termes de valorisation réalisée. Donc on fait attention, ça veut aussi dire il est normal que tout projet soit financé et que la recherche créatrice nécessairement crée de nouvelles choses. Mais on l'a dit aussi, il y a quand même comme un petit problème, dans le sens où la crypto, c'est pas simplement à chaque fois faire table rase et recommencer. On a des candidats qui se maintiennent et qui atteignent des tailles critiques, les rendant plus ou moins assimilables à des commodités, dans le sens où dans ce cas-là, elles sont suffisamment décentralisées et capables d'exécuter de façon trustless, permissionless, etc. Donc, à ce stade-là, attention, ce sont surtout ces grosses cryptos qui font ça. Et ces grosses cryptos, eh bien, elles doivent passer le seuil critique de la rentabilité afin de pouvoir s'auto-entretenir. Si ce n'est pas rentable, ça meurt. Parce qu'on l'a dit, à un moment donné, ces blockchains qui opèrent à perte nécessitent, alors qu'elles scale, d'être subvenues par des capitaux extérieurs constamment. C'est pour ça que je critique ouvertement Solana et d'autres écosystèmes qui opèrent clairement sur des modèles économiques non rentables et qui auront du mal à le devenir. Donc on fait attention à tout ça. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que donc le nerf de la guerre, c'est le financement VC. Et je pense que l'erreur, c'est de penser que ce financement sera perpétuel. D'autant plus si on l'adosse au fait qu'on s'attend à des objectifs de market cap, exclus Bitcoin et Ether, d'accord, donc uniquement sur la partie qui n'est pas encore nécessairement solidifiée dans l'écosystème crypto comme des commodities, puisqu'à ce stade, on considère quand même qu'il n'y a que Bitcoin et Ether qui le sont. D'autres le seront peut-être, mais en devenir. Et donc, pour l'instant, elles sont sous cette nécessité de besoin de financement. Eh bien, si on atteint 2 trillions, ça veut dire que par rapport à la masse moyenne, d'accord, prenant creux à sommet sur le cycle précédent, on était de l'ordre de 400 milliards. Si on considère donc ici un creux sommet avec un atterrissage à 3 milliards, et donc une valeur qui s'installe durablement au-dessus de 2 trillions, on est sur un effet multiplicatif de plus de 4 par rapport à la valeur estimée sur le cycle précédent. C'est colossal. J'espère qu'il faut, il faut vraiment vous rendre compte de ce que ça représente. Ça veut dire que les besoins en financement pour générer X dollars de market cap pourraient être, si on maintient évidemment ce ratio, de l'ordre de 4 fois ce qu'on a connu sur le cycle précédent. Or, on va le regarder, si on regarde ces datas, les montants injectés à l'époque sont déjà colossaux à tel point que les financements venture capitalistes atteignaient des niveaux sans pareil par rapport à l'écosystème de 2021 et 2022. Les financements étaient complètement stratosphériques et si on le constate par-delà derrière, d'accord, il s'agit de comprendre qu'on a eu cet énorme crash et cette disparition. Et beaucoup tendent à penser que la reprise qu'on a pu voir durant la fin d'année dernière, celle qui a coordonné d'ailleurs bizarrement l'explosion spéculative de certains tokens au business model assez peu rentable, se sont remis dans la musique de ça y est, un nouveau boom commence, les financements VC reviennent. Seulement, je pense qu'il faudra poser la question, est-ce que ces VC ont seulement une capacité de financement qui pourrait être multipliée par 4 pour subvenir aux besoins de financement de ces projets à l'orée du prochain cycle? Donc on l'a dit encore une fois, là il s'agit de dire le prochain cycle va probablement financer une création de valeur autrement, puisqu'il semblerait que les montants qui seraient objectivement visés sur ce prochain cycle haussier ne pourront probablement pas être de l'ordre du financement venture capitaliste. En fait, les venture capitalistes crypto ont déjà délivré au maximum sur le cycle précédent. Ils sont pour ma part dans l'incapacité de lever 4 fois plus de fonds pour subvenir aux besoins de financement de la création destructrice de ce cycle qui nous amènerait potentiellement au minimum à 2 trillions de dollars.
Il s'agit d'un minimum, ça veut dire que les besoins sont peut-être même plus grands que ça. Ce qui est sûr, c'est que les VC sont déjà pratiquement au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Alors certes, ils vont pouvoir délivrer à hauteur de ce qui a été fait sur le cycle précédent, c'est-à-dire on peut estimer que les VC, à mon avis, sont dans la capacité de financer à peu près un quart, voire un tiers des besoins de financement de ce cycle à venir. Je rappelle que ce cycle n'a pas commencé. Beaucoup ont commencé à mettre le train ou la charrue avant les bœufs. Ça me paraît très dangereux, encore une fois. Le cycle va peut-être commencer, on l'a dit, ça peut très bien de repartir encore dans le range pendant peut-être 1 à 2 ans, et vous devez être patient. Bref, ces financements VC feront probablement partie de l'équation, mais nombreux sont ceux qui ne regardent que ça, entre guillemets, chaque nouveau projet qui sort, qui est le backer, combien il a mis, etc., etc. Ça a posé un énorme problème, et je pense qu'on va tout de suite aller là-dessus, sur le deuxième pilier, les tokenomics. C'est-à-dire que l'ensemble des tokens qui sont sortis soit sur l'écosystème 2018, etc., soit au courant des années 2021, etc., mais on a vu donc un vrai shift au niveau des tokenomics. Ces tokenomics, donc, très en faveur des VC, par rapport aux fonds et aux montants qui ont donc été levés sur les cycles précédents. Montants colossaux, encore une fois, d'investissement venture capital, qui sont là, on ne le répétera jamais assez, non pas pour le bien-être de la crypto, mais tout simplement des investissements financiers visant un retour sur investissement, tout simplement. Il faut que le capital investi soit productif et rentable. On le distribue entre un grand nombre de participants de façon plus ou moins coordonnée, selon le profil du VC, mais concrètement, le but étant un rendement financier, on ne va pas se mentir. Le problème, c'est qu'on l'a vu derrière, une très large proportion de ces investissements colossaux se sont transposés dans des tokenomics assez mal équilibrés, à savoir des distributions assez proportionnellement favorables à ces investisseurs, et souvent au détriment en fait, de la capacité de survie à moyen terme de ces blockchains, ayant donc derrière à diluer une part extrêmement significative de ces supply venture capitalistes. Ces venture capitalistes ayant à produire un retour sur investissement sont généralement postés vendeurs du token derrière. Ils cherchent tout simplement à récupérer le retour sur investissement fourni. Comme en plus de ça, ils ont généralement acheté une vingtaine ou une trentaine de projets ou participé au financement d'une vingtaine de projets, ils se retrouvent généralement avec un fort taux d'échec. C'est-à-dire, sur une cinquantaine ou une vingtaine de projets financés, peut-être seulement 3 ou 4 sont vraiment des grosses licornes qui vont générer des bénéfices colossaux par rapport au montant initialement investi, souvent associés à des vestings sur plusieurs années, donc on ne peut pas tout vendre non plus. Et à côté de ça, on a les projets qui meurent, sans parler de ceux qui n'arrivent même pas au marché, à même pas délivrer sur les promesses sur lesquelles les financements ont été délivrés. Donc, par rapport à tout ça, le VC doit globalement gérer son risque sur l'ensemble de ses stratégies, entre celles qui ont très bien fonctionné, surperformé, celles qui ont fonctionné moyennement, celles qui n'ont pas du tout fonctionné et celles qui ont été complètement opérées à perte, dans le sens où il n'y a même pas de produit final à vendre. Et n'oubliez pas que c'est quand même une partie significative. Donc, dans ce sens-là, eh bien voilà ce qui a été produit. Sur 2021, on a vu ce shift fondamental sur les tokenomics, très 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 destructif, très violent d'ailleurs dans son extrapolation durant le bear market, avec des consolidations astronomiques sur certains tokens, parfois certains de l'ordre de plus de 95 à 99% de correction derrière, dû à ces très fortes dilutions, doublé en plus d'un effet négatif du bear market. Donc un sentiment baissier et des VC qui vendent peu importe le prix pour récupérer le retour sur investissement. Bref, donc très compliqué, mais on l'a vu, ça a posé beaucoup de problèmes. Le narratif, pour ma part, qui je pense s'est terminé sur ce cycle et ne se reproduira pas sur le cycle suivant, ce sont ces tokenomics à forte dilution, avec des rythmes annualisés d'inflation dilutive, j'entends bien, donc des tokens à distribution de gens qui se positionneront très probablement net vendeurs à la fin, dû à leur profil. C'est-à-dire, on n'a pas ici affaire à des investisseurs de moyen terme, cherchant et visant la profitabilité et des cash flows. On a ici affaire à des investisseurs qui se positionnent dans la vie d'un actif à très très court terme, les premières années, dans le simple but de créer un rate of change sur ces cash flows. On veut voir ces cash flows qui augmentent, même s'ils ne sont pas nécessairement durables. Tout ce qu'on veut voir, c'est que ça accélère. On traite ici ce que j'appelle souvent la dérivée seconde, c'est-à-dire la croissance du rythme de croissance. Ça permet d'envoyer les prix dans des machins stratosphériques et ça permet à cette monnaie dette, VC, d'être généralement remboursée par l'achat des traders de ce momentum. Ce problème, c'est comme on l'a dit, quand on a énormément de la part du supply de ces VC, il faut énormément de momentum, ce qui, pour ma part, assez souvent sur le cycle précédent, a amené à des manipulations de l'information assez dramatiques. Autrement dit, on a vendu à des investisseurs des choses un peu pipotées.
On leur a vendu de la hype. Voilà. Le problème, c'est que derrière, effectivement, ça entérine très probablement la durabilité de l'actif. Le pic de hype n'étant souvent pas suivi de rupture technologique, puisque, encore une fois, la rupture technologique, ça reste quelque chose de rare, eh bien, on se retrouve face à des tokens qui ont été complètement valorisés n'importe comment, et on se retrouve avec des investisseurs ruinés dans le bear derrière s'ils gardent le token. Dans le cas même où ils se sépareraient de ces jetons, tout simplement, les prix qui ont été imprimés ici et les market caps sont tellement stratosphériquement fictives que le projet n'a généralement aucune chance de se relever dans le bull market suivant, si tant est qu'il ne meurt pas sous son propre poids, à savoir le poids de la dette résultante. Ok ? Il s'agit donc bien de comprendre que le principal problème pour moi il est là. C'est-à-dire si on confronte tous ces éléments entre cette survicisation sur le cycle précédent qui a causé un décalage des tokenomics défavorable à la survivabilité des projets, c'est-à-dire on avait une vision plutôt court-termiste visant à créer du momentum, alors que l'objectif de long terme c'est justement de comprendre que la difficulté pour un projet c'est d'arriver à passer du momentum à la croissance, à délivrer réellement une capacité de production de profit, ce qui n'est pas le cas encore une fois de projets mal construits qui croulent en fait sous la dette indirecte de ces VC qui eux n'ont pas nécessairement de velléité de long terme. C'est un retour sur investissement qui est généralement réparti sur une cinquantaine d'investissements, voire plus. On est sur une stratégie de distribution de la gestion du risque, souvent mal comprise de ces investisseurs momentum, généralement en fièvre de rendement de court terme. Et comme je vous dis, le pire, c'est de devenir un buy and holder d'un token de momentum. En fait, c'est la pire chose à faire. Vous n'allez que buy and holder des pertes qui ont très peu de chances derrière de revenir, ne serait-ce qu'un jour, à leur niveau de prix, en parlant, encore une fois, des dilutions généralement stratosphériques qui interviennent sur les durées beaucoup plus longues. Ok ? Voilà ces éléments. Il s'agit donc de comprendre, maintenant que l'état de fait est là, c'est-à-dire que les montants de capacité de financement VC sont déjà plafonnés sur le cycle 2021 et qu'on a déjà vu des effets extrêmement négatifs qui se voient surtout pendant le bear market de ces financements stratosphériques dans les dilutions des tokens derrière et les tokenomics. Ça, c'est l'état de fait. Donc, si on se dit sur le cycle en cours ou à venir, cette probabilité de voir des fonds VC multipliés par 4 à la hauteur des nécessités de financement dues à la maturité de ces écosystèmes me semble assez peu probable. Il est fort à penser qu'il y aura quand même une croissance des montants VC. Donc, si on était à rythme constant, on serait à peu près sur un quart sur ce qu'on a estimé qui pourrait être financé par les VC. En admettant qu'évidemment de nouveaux VC entrent quand même dans le game, soyons relativement conservatifs, j'estime qu'on aura à peu près un tiers des financements nécessaires dans l'écosystème crypto pour un cycle en croissance. Que fait-on des 2 tiers restants ? Où va-t-on trouver le pognon ? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Alors évidemment, ici on rentre dans le territoire du spéculatif. D'accord ? Donc ici je peux me tromper, mais il est essentiel de comprendre que pour ma part, il s'agit encore une fois de regarder dans le miroir de la finance traditionnelle. Comment se financent, historiquement parlant, les entreprises, les compagnies, bref, etc. Et bien, généralement, on a affaire à des banques. Généralement donc soit des banques commerciales le plus souvent, soit carrément des banques d'investissement quand on est une grosse entreprise. Mais c'est clairement au niveau de ce type de marché qu'on va se financer. Donc généralement ici, d'accord, on va avoir affaire dans l'écosystème dans lequel on est, c'est-à-dire création de systèmes d'applications, entreprises décentralisées, autres trucs du genre, on aura surtout affaire au commercial banking. Donc je ne parle pas ici du financement des entreprises de plus grande taille qui sont plutôt du relèvement de l'investment banking. Mais là, concrètement, on va rester sur ce schéma-là. Donc on va être sur de la gestion des payments, des bankrolls, on va être sur des emprunts et des dépôts, d'accord, donc un marché de la dette collatéralisée. Donc très très important de bien comprendre ça. Et de la gestion du risque, c'est du métier de la banque commerciale. La question étant donc de se poser, est-ce qu'aujourd'hui, alors que les VC ne pourront donc pas remplir l'intégralité du rôle de financement, est-ce que les banques commerciales vont-elles réussir à trouver une forme d'équivalence cryptocurrency de leur système de financement existant de l'économie réelle ? Est-ce qu'on va voir une parallèle symbiotique de ces systèmes réels dans la crypto ? Voilà la question que je me suis toujours posée. Bon, c'est pas nouveau, je pense, pour certains d'entre vous, puisque j'ai déjà largement développé de ces thèses-là. Et je pense que c'est ce qui est en train de se construire, et je pense que l'innovation de ce cycle, elle va se trouver là, sur le changement radical de méthodologie de financement avec l'émergence de nouveaux systèmes de financement. Qu'est-ce que ça risque de créer pour ma part ? Comme je vous dis, un changement profond sur les tokenomics.
puisque, encore une fois, l'un et l'autre sont directement liés. La levée de fonds se retrouve et impacte directement derrière la distribution des tokens à la délivrance du projet qui a été financé, avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire le risque de ne pas aller jusqu'au marché et à la délivrance. Dans ce cas-là, la dette est détruite. Le financement qui a été mis en place ne produira aucun résultat, il y a bien une perte sur investissement. Donc bien une gestion du risque, c'est important de bien comprendre ça. D'accord ? Tout investissement ne peut pas être profitable, il faut donc gérer la distribution de ces allocations de capital. Ok ? Très très important de bien comprendre ça. Cette méthodologie sur laquelle je veux insister, c'est que le cœur de métier de la banque commerciale, c'est de gérer des dépôts et des emprunts. D'accord ? C'est très important de bien comprendre ça. C'est-à-dire que, et je mets les deux pieds dans le plat, je pense qu'une large partie du cycle de financement crypto à venir pour le prochain bull market sera financée par des cryptos elles-mêmes. Alors oui, ça va paraître, évidemment, certains vont dire « Ah non, mais du coup, c'est super, du coup, on va mettre de l'effet de levier, comme ça, tout va se casser la gueule derrière. » Non, encore une fois, je pense que seulement les institutions suffisamment décentralisées et solides pourront remplir ce rôle. C'est pas n'importe quel machin crypto illiquide va te collatéraliser son token, etc. Encore une fois, si on vous finance avec de l'argent magique, c'est tout simplement, il faut vendre ce token pour pouvoir obtenir, d'accord ? Encore une fois, pour pouvoir financer un développement, il faut bien que le développeur ou le projet qui va porter, on va dire l'entreprise décentralisée qui va porter ce projet, elle va devoir payer des humains, des gens qui vont produire ce software ou peu importe ce qui est à faire. Et par rapport à ça, il y a bien des coûts réels dans la vie réelle. Donc il y a des ventes de tokens qui vont être associées. Seulement les tokens liquides avec les reins solides et une économie productive auront la capacité d'encaisser ce choc. Les tokens illiquides full backed by des VC, etc. n'ont aucune chance d'arriver à obtenir cette capacité de financement. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui qui sont capables d'opérer un rôle de banque commerciale ou d'intermédiaire de banque commerciale. Je pense que ces trois écosystèmes, vous les connaissez. Je pense que Bitcoin clairement le fera en termes d'unité de compte qui permettra de déposer des Bitcoins. On parle dans ce cas-là ici de Bitcoin staking. Donc je pense qu'il y aura clairement un intérêt à avoir du Bitcoin staking sur le cycle. C'est-à-dire les déposants Bitcoin vont pouvoir collatéralisé pour du lending, soit en wrappant ces bitcoins, soit en participant directement à la sécurisation des consensus. Dans ce cas-là, évidemment, si le projet ne fonctionne pas, ces consensus seront donc probablement Sybil, c'est-à-dire qu'ils vont se barrer avec votre collatéral à la fin, si le projet n'est pas suffisamment décentralisé. Il y aura tout ce marché, pour ma part, du dépôt et du lending, donc l'intérêt d'être sur des AV, par exemple, où vous pourrez déposer vos wrapped Bitcoin contre un rendement, d'accord ? C'est très très important de comprendre ça et de choisir contre quel type de collatéral vous acceptez de positionner vos Bitcoins, à qui vous acceptez de prêter cet argent. C'est très important de bien comprendre ça. Là encore, il s'agit de gestion du risque, le risque de défaut. Si vous prêtez à n'importe qui et que cette personne-là ne peut pas rembourser, sur AV, vous n'aurez pas de souci, mais encore une fois, AV ne proposera pas d'emprunt sous-collatéralisé. Et il s'agit donc de comprendre que c'est un métier de faire de l'emprunt sous-collatéralisé, de sélectionner les produits qui ont une très forte probabilité d'apporter une valeur ajoutée nette. Dans ce cas-là, on peut tolérer ce qu'on appelle un emprunt sous-collatéralisé. C'est-à-dire, je vais demander des garanties futures, mais sur des actifs qui ne sont pas encore liquides. Concrètement, des claims sur des tokens. Autrement dit, en finançant aujourd'hui, 2 à 3 ans avant la délivrance d'un produit en général, une entreprise qui va construire cette blockchain, peu importe, ce protocole, cette application. Et dans cet environnement-là, seulement 2 ans plus tard, le token va arriver en circulation et je serai probablement vesté sur les 2 années qui viennent. Ça veut dire 4 ans avant que le retour sur investissement puisse être fait. Dans ce cas-là, il y a encore un risque, d'accord, d'emprunt non collatéralisé, puisque si l'emprunt arrive en liquidation avant même que la liquidité puisse être obtenue, on parle bien d'emprunt temporairement sous-collatéralisé. Et ça, c'est un métier. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça relève de la gestion du risque. Quelle est la gestion du risque dans le temps et comment elle évolue de la capacité de remboursement de ce projet. S'il a besoin de renfort de financement en cours de route, à quel taux on prête à ces gens-là, collatéralisés,
est toujours mesuré par rapport au risque de défaut. C'est un vrai marché. Et de dire, ce marché, il a deux facettes. Il a la facette emprunt. Dans ce cas-là, on pourra faire relativement confiance à des entités comme AV, etc., mais qui réaliseront toujours des emprunts surcollatéralisés. Il faudra apporter un collatéral de valeur mesurable, sinon vous ne trouverez pas de créanciers. D'un autre côté, non, il va falloir trouver des créanciers gestionnaires de risque qui s'assimilent à des banques commerciales qui vont étudier votre projet, sa viabilité économique et choisir ou non de le financer. Probablement en partenariat avec des VC en plus. Mais il va y avoir, pour ma part, une impossibilité que les fonds VC puissent couvrir 100% du besoin en dette des créations de valeur du prochain cycle. Question donc à se poser, quelles sont les institutions et les tokens qui vont remplir ce rôle de banque commerciale basé sur des dépôts crypto. Et je pense encore une fois ici qu'il y a toujours la même chose au cœur de cette machine de guerre du Bitcoin, de l'Ether et de l'atome. Voilà, écoutez, c'était la thèse que je voulais vous partager. En tout cas, donc, comme je vous le dis, je pense que les modèles de financement vont changer. Je pense que donc, de facto, les modèles de tokenomics vont changer. Et je vais terminer d'abord une petite conclusion pour vous dire, je pense également aussi que le système d'airdrop, chasing, etc., là, va mourir avec ce schéma-là. Pour aller bien plus loin, et là ici je pense encore une fois que cette thèse mettra plusieurs années à se construire, c'est vraiment le fond, c'est la conséquence de ce changement de modèle de financement. Je pense que ces institutions qui vont jouer un rôle similaire aux banques commerciales aujourd'hui, donc ici, je pense par exemple au DAO du Cosmos Hub, je pense à différents fonds de dépôt collatéralisés en risque qui pourront se faire avec des dépôts Ethereum par exemple, ou différents intermédiaires ici, comme par exemple du restaking Eigenlayer, qui risque de jouer ces rôles indirects de banque commerciale, de redirection des flux de capitaux avec une gestion du risque et un défaut et une perte de capital en cas de défaut de remboursement, mais bien donc ici un métier de dépôt et de prêts basés sur une gestion du risque, etc. Je pense que de plus en plus de compagnies vont se positionner ici et que ces compagnies seront très probablement des tokens crypto existants. Ceux qui ont déjà les reins solides, qui ont la liquidité et les cœurs de métier capables de régérer ça, seront probablement, je pense, des gros hubs de financement du prochain cycle. L'intérêt, c'est donc de comprendre que ces hubs vont probablement avoir à gérer des flux de trésorerie. Tout comme aujourd'hui, les VC doivent gérer le risque d'un défaut, mais doivent gérer la trésorerie, c'est-à-dire le retour sur investissement après délivrance des projets. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je fais de ce token? Est-ce que je le vends? Est-ce que je le garde? Est-ce que si je le garde, j'en garde combien? Si je le vends, j'en vends combien? Sur quelle base rationnelle de gestion du risque je choisis ce que je dois garder et ce que je dois virer? Ce métier-là est encore une fois un métier de l'ordre de la gestion du risque bancaire. Et je pense que de plus en plus de projets vont se bancariser. Mais encore une fois, je pense que ça mettra 1 à 2 ans et que c'est ce qu'on découvrira vers la fin du cycle, que ces grosses banques commerciales et banques d'investissement crypto en devenir vont se révéler sur le cycle qui vient. Si elles le font, celles qui le font vont obtenir des retours sur investissement colossaux dans et durant ce bull market. Bien plus que ceux qui farment des airdrops de façon stupide, pensant que c'est eux qui vont récupérer une part significative de l'equity. Ces tendances se sont déjà extrapolées avec la plupart des airdrops récents qui déçoivent considérablement les investisseurs particuliers qui aujourd'hui se voient avec une maigre peau de chagrin réduite à très peu de la part circulante de ces supplies, puisque, encore une fois, les besoins de financement ne font que croître. La diversification de ces sources de financement ne fera que restreindre, pour ma part, encore plus la part des supplies en circulation qui sera distribuée au retail. Donc, vous pouvez continuer de faire de l'airdrop farming, mais je pense que c'est la dernière fois que ça se produit. Je pense que demain, le financement sera bien plus professionnalisant. Il y aura toujours peut-être une partie d'airdrop, mais elles deviendront de plus en plus ridicules. Voilà mon avis, on verra ce qu'il en est de cette thèse et de sa partie spéculative, puisqu'il est fort improbable que j'ai absolument 100% raison sur tout, mais je voulais structurer ces arguments de la façon la plus simple et cohérente, sans jamais sombrer ici, comme je vous disais, dans le vide juridique de termes assez mal définis. Donc voilà, j'espérais définir assez clairement tout ce que j'entrevois en termes de causes et conséquences sur ce changement des modèles de financement crypto. Allez, on est à une demi-heure, je vais donc m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. À bientôt, ciao ciao.